enregistrement. Ok, très bien. Donc, let's start. Alors, comme je l'ai dit, on va aborder la POO. POO, c'est pour programmation orientée objet. Et vous allez voir, il y a des notions. En fait, c'est une suite logique de tout ce qu'on a vu jusque-là. Et vous allez voir, il y a des notions qui vous sont déjà très familières. Par exemple, notion d'encapsulation. Non, pas encapsulation, notion d'héritage. Abstraction, oui, on en a parlé. On a parlé un peu d'abstraction. Donc, il y a des notions qui vont revenir, qui sont assez familières, qui vous sont assez familières. Donc, je pense que bah, il n'y aura pas grand-chose. Ça, en fait, c'est un livre. Bon, j'ai voulu mettre ça juste pour le design. Donc, en intro, c'est quoi? On va voir en détail une définition plus, voilà, euh, plus complète de la programmation orientée objet. Mais en fait, à quoi ça sert la POO? Simplement, c'est d'aider à structurer le code, en fait. Donc, j'ai pris l'exemple en début des librairies, par exemple une librairie de calcul scientifique ou de modélisation mathématique comme NumPy, que j'ai introduite lors de la séance précédente, si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait des tableaux, des arrays. Je vous ai dit il y a une différence entre les listes et les arrays et je vous ai fait un petit teasing de la librairie NumPy. En fait, par exemple, NumPy, lorsque vous faites, voilà, import NumPy as NP, ensuite vous essayez d'utiliser, je sais pas moi, en fait, vous essayez d'utiliser un certain nombre de fonctions. Mais en fait, en fait, c'est pas vraiment des fonctions. En fait, c'est ce on va appeler des méthodes, en fait. C'est des méthodes et vous allez voir c'est quoi la différence entre une méthode et une fonction. On va le voir tout à l'heure. Donc, et aussi, si vous utilisez par exemple, je sais pas, pour ceux qui sont plus avancés, des bibliothèques comme scikit-learn, ça c'est pour le machine learning, l'IA. Généralement, ce qu'on fait, c'est quoi? Bon, on ne recode pas tout from scratch. Tous les modèles d'intelligence artificielle, on ne recode pas tout from scratch. Il y a ce qu'on appelle des bibliothèques qui sont déjà prédéfinis, qui ont été codés par des experts. Et ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez par exemple importer cette bibliothèque-là, instancier ce qu'on va appeler ici une classe. Et à partir de là, vous pouvez en fait utiliser différents modèles comme par exemple un truc simple, la régression linéaire, une classe de régression linéaire. Et voilà, vous n'avez pas besoin de revoir, enfin, de voir tout ce qu'il y a derrière. Vous utilisez juste la classe et vous faites les traitements, donc tout ce que vous voulez avec cette classe donnée-là. Donc, c'est un peu ça. L'objectif de la POO, simplement, c'est d'organiser, structurer le code en regroupant en fait les données et des comportements connexes, comme je l'ai dit au niveau du texte ici. Donc, bien sûr, on va définir des classes. On va voir c'est quoi une classe qui agissent comme des plans directeurs. Puis, vous créez des objets à partir de celle-ci. Alors, bon, je zappe ça. Ça, c'est en gros le programme. Pas besoin qu'on rentre en détail. Ici, j'ai mis ce petit mème là. Je l'ai trouvé très drôle. Oui, ce qu'on va voir en fait lors de cette séance, vous allez voir, c'est des trucs assez simples, basiques comme ça. Voilà, ça hérite de ça, ça hérite de ça, etc. Vous allez voir, c'est des trucs simples. Mais dans la vraie vie, souvent, par exemple, quand on prend encore une fois le cas d'une vraie bibliothèque, une bibliothèque qui a été codée par des experts, vous allez voir, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose comme ça en fait. C'est-à-dire, bon, c'est pas du charabia, bien sûr, il y a une logique derrière, mais il faut comprendre ça pour venir comprendre ça. C'est ce que, en fait, c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message en mettant cette image là ici. Donc bon, c'est pas pour vous faire peur, c'est ce qu'on va voir, c'est assez simple, mais il faut maîtriser les bases pour pouvoir aller en fait avec les trucs qui sont plus compliqués. Voilà, je ne vais pas m'attarder à vous expliquer. Même moi, je ne sais pas qu'est-ce que le gars il a tracé ici, mais anyway, donc c'est juste un même pour plaisanter. Ok, donc on va commencer. Alors, comme je le disais tantôt, la programmation, je ne l'ai pas encore dit, bon, la POO, la programmation orientée objet, c'est un concept. J'ai envie de dire, c'est plutôt un paradigme de programmation qui est bien sûr opposé à ce qu'on appelle la programmation procédurale. Vous voyez, on a vu les fonctions lors de l'avant-dernière séance, je pense. On a vu les fonctions, comment créer une fonction, utiliser une fonction, etc. Donc, lorsqu'on utilise en fait des fonctions dans un programme, c'est ce qu'on appelle en fait la programmation procédurale. Donc, vous utilisez des fonctions c'est-à-dire la programmation procédurale, je saute déjà, mais c'est pas grave. La programmation procédurale, vous allez en fait, comment on dit ça, diviser votre code en des blocs qui constitueront des fonctions, en fait, donc des différents blocs. Et c'est bien structuré, en fait, d'où le nom de programmation procédurale. Mais
au niveau de la programmation orientée objet, simplement ce qu'on fait, c'est quoi? On essaye on fait un shift de paradigme. On change de paradigme et on essaye, par exemple, pour un objet réel, par exemple, je prends une voiture ici, dans notre exemple, on essaie en fait de voir comment on peut modéliser, le mot modéliser ici, prenez ça avec des pincettes, comment on peut modéliser une voiture à travers en fait un programme, je sais pas, un programme Python. Un peu comme ça, donc. Mais c'est pas vraiment modélisé. Comme je l'ai dit, prenez ça prenez ça avec des pincettes. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle manière de concevoir en fait les choses. Donc, en programmation orientée objet, on définit un objet qui peut contenir ce qu'on va appeler plus tard et ce qu'on va définir bien sûr plus tard des attributs ainsi que des méthodes. On va voir bien sûr tout. Je les ai mis entre, je sais pas comment on appelle ça, bah, je sais pas, c'est guillemets, accolade, anyway. Donc, qui peut contenir des attributs ainsi que des méthodes et qui agissent sur lui-même, c'est-à-dire la classe agit sur elle-même. Par exemple, l'exemple que j'ai donné ici, c'est quoi? On a ici, euh, bon, ça c'est quoi? L'exemple, bon, il y a deux exemples. Donc, ici, on a un citron, un fruit, alors, je mets ça juste à la ligne pour que ça soit plus visible. Donc, par exemple, un objet pourrait représenter, euh, alors, où est-ce que je suis? Ok, j'ai sauté. Ok, par exemple, on définit un objet citron qui contient les attributs comme saveur ou bien couleur. Donc, un citron peut avoir une couleur verte, verte foncée, violet, pardon, pas violet, peut-être jaune, voilà, ainsi qu'une méthode pressée, donc presser un citron, permettant d'extraire le jus. En Python, on utilise en fait une classe pour construire cet objet. C'est une intro, ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à saisir. On va revenir bien sûr. En fait, j'ai essayé de vraiment d'expliquer les trucs de façon simple avec des exemples, des illustrations pour permettre à tout le monde de voilà d'être sur la même longueur d'onde, de bien comprendre. Regardez ce schéma. Donc, on a une voiture. Ici, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est quoi? On a essayé de voir de façon abstraite comment on peut concevoir une voiture à travers un programme. Et ça, comme je l'ai dit, c'est une conception abstraite de la voiture. C'est-à-dire, on sait qu'une voiture, ok, elle peut avoir, euh, oui, une voiture, on sait qu'elle a quatre roues, elle a des vitres, elle a, je sais pas, des phares, elle a un volant, elle a, voilà, on voit un peu de façon abstraite comment est une voiture. Mais une vraie voiture est différente d'une autre. Bah, par exemple, on a si tu prends une BMW, il y a des différences, il y a des caractéristiques qui sont différentes d'une Renault, il y a des caractéristiques qui sont différentes. Ça, ce que je suis en train de montrer ici, c'est ce qu'on appelle des objets en fait. Donc, des caractéristiques qui sont différentes de la Peugeot, de l'Audi, etc. Donc, la représentation abstraite que vous êtes faite d'une voiture, c'est ce qu'on appelle une classe. Donc, c'est ça. Donc, une classe, c'est une sorte de représentation abstraite d'un objet. Voilà, d'un objet. Et bien sûr, les objets, c'est les objets eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Donc, une voiture, c'est un objet. Une voiture précise, par exemple, une BMW, c'est un objet. Une Renault, c'est un objet. Mais la classe, en fait, c'est la classe voiture de façon générale. OK. Je continue. Je parlais tantôt de la programmation procédurale. Comme je vous l'ai dit, la POO, c'est un shift de paradigme, un changement radical de paradigme. Et rien de mieux qu'un schéma en fait pour illustrer les différences entre ça. Je n'ai pas trouvé une image plus claire que ça. J'espère que vous voyez quand même. Donc, ça montre en fait la différence. Et ici, si vous remarquez bien, comme je l'avais dit, donc au niveau de la programmation procédurale, on utilise principalement des fonctions. Donc on va essayer de diviser le code en des blocs. Et ces blocs-là, ce sont des fonctions en fait. Une fonction pour faire ci, une fonction pour faire ça, ainsi de suite. Mais au niveau de la programmation orientée objet, on va définir ce qu'on appelle des classes. Ensuite, instancier des objets. Donc, c'est des mots que je jette comme ça, ne vous en faites pas. Instancier des objets. Et chaque objet aura, par exemple, des méthodes et des attributs. Donc, on va bien sûr voir ça en détail. Donc, ici, j'ai essayé de citer les avantages. Les avantages d'une approche. Ici, d'ailleurs, j'ai dit, en programmation orientée objet, on associe aux objets des actions appelées des méthodes. Donc, par exemple, à un objet livre, on peut associer les actions comme retour du livre, prêt du livre, bien sûr dans le cadre de la gestion d'une bibliothèque par exemple. Et les avantages en fait d'une telle approche, c'est quoi?
on peut utiliser des objets sans savoir comment ils sont programmés. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Lorsqu'on va parler des 4 piliers de la programmation orientée objet, on peut aussi modifier les instructions qui décrivent les actions sur les objets sans modifier le programme qui les utilise. Autre avantage, c'est que les objets sont facilement réutilisables dans d'autres programmes. Et ça, d'ailleurs, ce troisième point, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Vous définissez une classe, vous pouvez réutiliser ça dans différents programmes sans forcément modifier comment en fait ça fonctionne. Euh, ok, comme je l'ai dit, c'était les terminologies que j'ai balancées comme ça. Là, on va les définir de façon plus rigoureuse. Donc, une classe, un objet, une méthode, etc. Donc, mais retenez déjà que la définition d'un objet et ses méthodes est appelée classe. Comme je l'ai dit, la classe, c'est une sorte de représentation abstraite. Par exemple, voiture. Voiture, oui, on sait de façon abstraite comment se présente une voiture, mais voilà, les objets voiture sont différents l'un de l'autre. Et à partir d'une classe, on peut définir plusieurs objets. Chaque objet s'appelle une instance de classe. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, programmation orientée objet. Ok. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était juste une petite intro. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi la POO? Bon, on va aller rapidement. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est un paradigme de programmation qui fournit un moyen de structurer les programmes de sorte que les propriétés et comportements soient regroupés dans des objets individuels. Par exemple, ici, on pourrait représenter une personne avec des propriétés. Une personne peut avoir des propriétés comme un nom, un âge, une adresse, je sais pas, des comportements comme courir, marcher, parler, comme ce que je suis en train de faire, respirer, courir. Ça, c'est des propriétés d'une personne de façon générale. On considère que n'importe quelle personne normale sur Terre a un nom, un prénom, un âge, une adresse et un certain nombre de comportements, comme marcher, voilà, respirer, parler, etc., courir. Voilà. Ou il pourrait représenter, alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? Il pourrait représenter un email avec des propriétés comme une liste de destinataires, un sujet. Ok, cet exemple-là, c'est pas la peine. Donc, autrement dit, ici, la POO, c'est une approche pour modéliser des choses concrètes du monde réel, comme des voitures, ainsi que des relations entre les choses, comme les entreprises et les employés ou étudiants et enseignants. Donc, dans un premier temps, ça modélise les objets, par exemple voitures, personnes, etc. Et ça modélise également les relations entre ces différents objets-là. Voilà. Donc, voilà, la POO modélise les entités du monde réel comme des objets logiciels qui ont des données associées et peuvent effectuer certaines actions. Ça, c'est important. Je mets ça en gras. C'est une phrase très importante. Alors, c'est quoi? La POO modélise les entités du monde réel comme des objets logiciels. Par exemple, l'exemple de la voiture. Donc, ça, c'est la voiture, c'est un truc du monde réel qu'on essaie de modéliser à travers un logiciel. Donc, le code Python. Et on va bien sûr voilà, trouver quelles sont les relations en fait, ou bien pour un objet donné, quelles sont les caractéristiques de cet objet et quelles sont les actions, les opérations que cet objet peut effectuer, bien sûr sur les autres et sur lui-même. Ok, maintenant on va essayer de rapidement voir les 4 piliers de la POO. Il y en a 4. Heureusement, on a déjà abordé, je pense, 2 ou 3, je ne sais plus trop, dans le chapitre sur les fonctions, je ne me rappelle plus. Mais je suis sûr qu'on a abordé 2. Oui, c'est ça, exactement. On a abordé ces deux-là. Alors, l'abstraction et l'encapsulation. C'est ça. Mais bon, anyway, on va y revenir. Alors, oui, ici j'ai juste mentionné que la POO existe aussi dans d'autres langages de programmation. C'est pas seulement en Python. Et d'ailleurs, Python a plus ou moins copié le principe des autres langages parce que si vous utilisez ceux qui sont un peu plus familiers, si vous utilisez un langage comme Java, vous ne pouvez rien faire sans POO. Absolument rien. C'est-à-dire en Java, pour vous montrer en fait la facilité de Python, en Python, ou bien, d'ailleurs, même en C++, c'est pareil. En Python, pour écrire afficher un message au niveau de la sortie standard de l'utilisateur, vous allez faire un print. Voilà, hello world. Vous avez utilisé print, vous ne savez pas comment le print fonctionne. C'est très bien. Mais en Java, oui, il y a des fonctions aussi qui permettent d'afficher ça. Mais vous devez obligatoirement
définir une classe en fait pour pouvoir utiliser le print en fait. Je pense que c'est pareil si ma mémoire est bonne en C++. Donc vous êtes obligé en fait d'utiliser, pour certains langages vous êtes obligé d'utiliser la POO. C'est pas que on vous donne le choix. En Python il y a le choix, vous pouvez faire de la programmation procédurale, mais voilà, la programmation orientée objet c'est le paradigme le plus important. D'accord. Ok, les quatre piliers. On commence avec la notion d'encapsulation. Alors, c'est quoi l'encapsulation? C'est simple. L'encapsulation, elle permet simplement de regrouper des données, c'est-à-dire des attributs. Les attributs, simplement, c'est comme des caractéristiques. Par exemple, j'avais pris l'exemple d'une personne. Une personne peut avoir un nom, un prénom, je sais pas, un âge, une adresse. Et ça, c'est des caractéristiques. C'est ce qu'on appelle des attributs. Et des comportements. Les comportements, c'est comme parler, marcher, quoi d'autre, courir, etc. Donc, il y a des attributs, ce sont les caractéristiques de la personne ou de l'objet, et les comportements, ce que l'objet peut faire. Et au sein d'une classe, donc l'encapsulation permet de regrouper ça, ces deux types de données-là, au sein d'une classe, pour créer une unité cohérente. C'est ça la notion d'encapsulation. Donc, au sein d'un même je ne vais pas dire objet, disons, maintenant on peut dire au sein d'une même classe, on a les caractéristiques de l'objet et ce que l'objet peut faire, c'est-à-dire les méthodes. Donc, en définissant des méthodes pour contrôler l'accès aux attributs et leurs modifications, donc l'encapsulation aide en fait à maintenir l'intégrité des données et va favoriser un code qui est beaucoup plus modulaire. Bien sûr, on a parlé également de la modularité du code. Voilà, on a parlé de cette notion de modularité là lorsqu'on abordait le chapitre sur les fonctions. Donc voilà, une petite illustration. On a une classe voiture. Une voiture. Et ce qu'on a ici, c'est quoi? On peut récupérer une voiture peut avoir quoi? Une couleur, bien sûr, une couleur, un prix, euh, je sais pas moi, des roues, etc. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques. Et ici, en fait, ce que vous allez voir, on a une méthode, par exemple, à partir de la classe. Là, c'est la classe voiture. Donc, vous ne voyez pas ce qu'il y a dans la classe voiture, là, en fait. Et ce qu'on peut faire, on peut, en fait, définir ce qu'on appelle une méthode. Une méthode, en fait, c'est quoi? En gros, en d'autres termes, c'est juste une fonction. C'est une fonction, mais qui appartient à une classe. Par exemple, je reprends l'exemple d'une personne. Comme je l'ai dit, une personne peut avoir des caractéristiques, ce qu'on va appeler maintenant des attributs, et des comportements, ce qu'on va appeler des méthodes. Et une méthode, en fait, c'est une fonction au sein de la classe. Par exemple, marcher. Marcher, c'est une fonction qui appartient à la classe personne ou bien animal, comme vous voulez. Donc ici, on peut voilà, récupérer get couleur, bon, récupérer la couleur de la voiture, récupérer le prix. On peut avoir aussi des méthodes, par exemple, pour changer les attributs d'une classe. Par exemple, et c'est changer le prix. Donc, set le prix de la voiture. Ça, c'est des trucs, bien sûr, on va revenir en détail sur ça. Alors, donc, c'est ça, cette notion d'encapsulation-là, c'est simple. Donc, on essaie de regrouper dans une même classe différentes données. Et il y a deux données principales, c'est-à-dire les attributs, en gros, c'est les caractéristiques de la classe, et les comportements, donc les méthodes. Ok, le deuxième pilier de la POO, c'est ce qu'on appelle l'héritage. Donc, l'héritage, c'est une notion qui est assez simple également. Donc, en fait, c'est une sorte de, vous voyez ça comme un arbre, une sorte de hiérarchie, même en biologie. Par exemple, on dit souvent tu hérites des gènes de tes parents, les parents ont hérité des gènes des grands-parents, etc., etc. C'est une sorte d'arbre généalogique. Et c'est exactement la même chose en fait ici. Donc, l'héritage, ça permet la création de relations hiérarchiques entre les classes et qui permettant à une sous-classe d'hériter des attributs et des méthodes d'une classe qu'on va dire la classe parente, le parent. Donc, et bien sûr, ça facilite beaucoup la réutilisabilité du code et ça va réduire également le fait de dupliquer différentes classes. Et là, rien de mieux, encore une fois, qu'une petite illustration. On a une classe, oui, exactement, la classe abstraite véhicule. On a un avion, on peut considérer ça comme un véhicule. Une voiture peut être considérée comme un véhicule. Un vélo peut être considéré comme un véhicule. Et ça, toutes ces trois-là héritent en fait des attributs de façon générale d'un véhicule. Ensuite, une voiture, par exemple une 4x4, va hériter des attributs généraux d'une voiture. On peut ajouter par exemple une Renault ici, une Audi, si vous préférez une Lamborghini, etc. etc. Donc,
C'est ça. Donc, ça va, par exemple, les objets spécifiques de voitures, comme je l'ai dit, Renault, Lamborghini, 4x4, ça va hériter en fait des attributs d'une voiture de façon générale. Et par exemple, si tu prends un vélo, bon, voilà, on peut avoir aussi différents vélos, vélos de ville, VTT, qui vont hériter en fait des caractéristiques générales de vélo. Bien sûr, vélo aussi hérite des caractéristiques de véhicule. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on descend, ça devient des trucs, disons, spécialisés. Ça devient... en fait, par exemple, si je prends le VTT, oui, il va hériter des, entre griffes, des gènes ou bien des caractéristiques d'un vélo de façon générale, mais il va probablement avoir ses propres caractéristiques et ses propres, en fait, je ne voulais pas dire le mot de méthode, ses propres, c'est quoi le mot que j'ai utilisé ici là, ses propres comportements, c'est ça, donc, c'est-à-dire ses propres méthodes, c'est ça. Ok, donc, en gros, c'est ça, c'est l'héritage comme ça. Donc, une classe hérite d'une autre, ainsi de suite. Hérite des attributs, des méthodes d'une autre classe. Ok, la notion d'abstraction. Ça, c'est également, en fait, j'ai pas voulu, d'ailleurs, j'ai même pas, parce que j'en avais parlé ici, j'ai pas eu le temps de mettre une bonne illustration pour l'abstraction, mais anyway, je suppose que c'est quelque chose que vous avez compris la dernière fois. Donc, cette notion d'abstraction également, c'est assez simple. L'abstraction, c'est quoi? Ça, on va se... ok, je lis. Donc, l'abstraction se concentre sur la dissimulation des détails d'implémentation. Et vous vous rappelez, j'avais pris l'exemple banal de la fonction print, afficher quelque chose. Oui, on utilise print tout le temps, mais personne ne s'est jamais demandé comment a été codé print derrière. Parce que print, c'est pas un truc magique, c'est du code qui est derrière. Mais comment a été codé print, je sais pas. Ou bien quoi d'autre? Si vous prenez une méthode, par exemple, vous pouvez faire la somme des éléments d'une liste. Vous pouvez utiliser par exemple la fonction sum, S-U-M, et faire la somme directe des éléments d'une liste. Ou bien faire une conversion entre un entier et une chaîne de caractères, ou bien une chaîne de caractères à un entier. On utilise des méthodes, mais personne ne s'est jamais demandé. C'est ce qu'on appelle des trucs natifs. Personne ne s'est jamais demandé comment on a codé ces méthodes-là, enfin ces fonctions-là. Pourtant, c'est des fonctions qui ont été codées forcément. Voilà, donc en fait, c'est ça, cette notion d'abstraction-là. C'est-à-dire, on cache, euh, en fait, je ne vais pas dire cacher, ok, c'est pas grave. On cache en fait l'implémentation de certaines fonctions. Et ici, ce qu'on va cacher beaucoup plus, ce sont ce qu'il y a à l'intérieur d'une classe, par exemple les attributs et un certain nombre de fonctions. Qu'on ne veut pas, par exemple, que voilà, l'utilisateur ait accès. Et souvent, en fait, même par défaut, une classe implémente cette notion d'abstraction-là. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser une classe sans même savoir comment ça a été codé derrière. Et je vous avais pris, en début de séance, je vous ai pris l'exemple, par exemple, en IA, des gens qui peuvent, par exemple, utiliser un modèle d'IA sans même savoir comment ça a été codé derrière. Parce que il y a des bibliothèques comme scikit-learn, vous initialisez le modèle, voilà, vous faites l'entraînement et tout ça. Mais peut-être la personne n'a jamais fait de maths, ne comprend même pas comment ça fonctionne derrière. C'est ça cette notion d'abstraction-là. Donc, c'est la dissimulation des détails d'implémentation. Et ça n'expose que la fonctionnalité essentielle d'un objet. Ok, en imposant une interface cohérente, l'abstraction simplifie les interactions entre les objets, permettant aux développeurs de se concentrer sur ce qu'un objet fait plutôt que sur comment il accomplit sa fonctionnalité. Ça aussi, c'est important parce que je pense que j'ai mentionné ça. C'est ça, masquer les détails internes. Euh, Exactement, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Donc, cela simplifie l'utilisation sans avoir besoin de connaître l'implémentation interne. C'est le cas des fonctions intégrées de Python. Donc, vous utilisez, mais vous n'avez pas besoin de savoir comment ça a été codé. C'est ça, cette notion d'abstraction-là. Et ça va revenir au niveau des classes en POO. Je ne sais pas si on peut trouver une bonne, je sais pas moi, une bonne illustration de cette notion abstraction. Alors, je vais voir POO, POO abstraction. Ok. Hmm, je sais pas si on peut avoir une illustration plus assez intéressante. Aucune idée. Non, 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 non. Bon, on va pas rentrer dans les trucs complexes. Bon, c'est pas grave. Donc, alors ici, c'est quoi? Concept, encapsulation, héritage, polymorphisme, abstraction. Bon, ça c'est.
Hmm, bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense que c'est assez clair. Je voulais juste rajouter une illustration. J'aime bien les illustrations parce que ça permet de mieux comprendre. Alors, maintenant, le quatrième pilier, c'est le polymorphisme. Ça aussi, c'est un truc nouveau. Malheureusement, là où également, j'ai pas mis d'illustration, mais c'est pas grave. Alors, c'est quoi le polymorphisme? C'est simple. Le polymorphisme va vous permettre de traiter des objets de différents types comme des instances du même type de base. On va revenir à ça parce que quand on va commencer à initialiser, à définir les classes, vous allez voir concrètement ce que ça fait. Tant qu'ils implémentent une interface ou un comportement commun. Le typage canard, je sais pas si j'ai parlé de ça entre temps, enfin, de typage là. En fait, le typage canard c'est quoi? Je vous ai dit, dans certains langages de programmation, vous avez besoin en fait de définir, quand vous initialisez une variable, vous avez besoin de définir le type d'une variable, le type de cette variable lors de l'initialisation. Donc, par exemple, en Java ou en C++, par exemple, si vous voulez déclarer une variable, vous avez besoin de dire quel est le type exact de cette variable. Mais en Python, bah, allez, vous dites ma variable égale hello world, string hello world, bah, il s'en fout. Il va directement deviner le type de cette variable. En fait, c'est ce que je veux dire ici par typage canard. Donc, ça rend particulièrement le polymorphisme, enfin, c'est adapté en fait au polymorphisme. Et quand vous regardez alors je lisais quelque chose sur le polymorphisme d'ailleurs, la dernière fois. Oui, en fait c'est ça. Bon, en fait, j'ai pas voulu rentrer dans les détails pour vous expliquer parce qu'il y a divers types également de polymorphisme. Je voulais pas rentrer dans les détails parce qu'on allait perdre du temps sur un truc. Je préfère en fait qu'on voit lorsqu'on va initialiser les classes, vous allez voir exactement, de façon concrète, ce que ça fait. Mais quand même, je vais m'attarder juste un petit peu sur ça. Donc ici, le typage, j'ai dit quoi? Car il vous permet d'accéder aux attributs et méthodes sur les objets sans vous soucier de leur classe réelle. Et ici, bon, en fait, c'est un article qui est très court, qui explique un peu cette notion. Et ça montre en fait les différents types de polymorphisme là. Et en fait, ce qui m'a retenu ici, c'est d'où vient polymorphisme. Bah, parce que c'est constitué de deux termes, poly et morphisme. Et si on lit ça, il dit le nom polymorphisme vient du grec et signifie qui peut prendre plusieurs formes. Polymorphisme, c'est, disons, forme, et poly, c'est plusieurs, donc une multitude de formes. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Et cette caractéristique est un concept essentiel de la POO, alors que l'héritage, bon, on a vu l'héritage concerne les classes et leur hiérarchie, ça c'est ce qu'on vient de voir. Le polymorphisme, lui, est relatif aux méthodes des objets. Et il y a trois types de polymorphisme en fait, ad hoc, paramétrique, d'héritage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, je veux une illustration peut-être. Bon, allez, on y va, c'est pas grave. Ça serait une bonne chose pour vous. Donc, le premier type de polymorphisme, en fait, en Python, oui, oui, c'est également valable en Python. En fait, c'est ce qu'on va appeler, en fait, on fait de la surcharge d'opérateurs ou de la surcharge de méthodes. Je pense que c'est expliqué un peu plus en bas. Voilà. Et en fait, cette notion de surcharge, c'est la raison pour laquelle je disais que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Parce que déjà, vous n'avez pas encore vu comment on définit les méthodes. Mais ce n'est pas grave. Imaginez en fait, vous avez une classe avec un certain nombre de méthodes. Par exemple, je prends un... Qu'est-ce que je prends? Ok, revenons avec l'exemple de la voiture. Imaginez une voiture, la représentation abstraite d'une voiture. On a par exemple une méthode accélérée. On a une méthode accélérée pour une voiture. Mais si je veux par exemple implémenter, par exemple, imaginez j'ai une usine de voitures, je veux créer par exemple un nouveau type, un nouveau modèle de voiture, qu'est-ce que je vais faire? Pour ma méthode accélérée, peut-être que je veux en fait que accélérer soit d'une certaine manière. Par exemple, que ça soit, par exemple, les voitures Lamborghini, ou je sais pas, les voitures comment on appelle ça, de rallye, c'est des voitures qui sont très rapides. C'est-à-dire, l'accélération, c'est pas pareil que les voitures normales en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est comme si on a, comme je le dis, la méthode accélérée pour une voiture de façon générale. Et par exemple, une voiture de course rallye va réimplémenter cette méthode-là, mais d'une autre manière, c'est-à-dire bon, permettre à la voiture d'être plus rapide. Ça, en fait, c'est juste pour vous illustrer cette notion de
polymorphisme ad hoc, c'est ce qu'on appelle de la surcharge en fait. C'est-à-dire, on prend une méthode d'une classe, voilà, d'un truc qui est déjà existant, on surcharge ça et en fait, on modifie, on réimplémente ça en modifiant un peu le comportement. C'est un peu ça, cette notion de polymorphisme ad hoc ou de surcharge. On lit un peu ce qu'ils ont dit ici. Le polymorphisme ad hoc permet d'avoir des fonctions de même nom, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, accéléré. Accéléré pour une voiture, accéléré pour la Lamborghini ou bien pour une voiture de course, avec des fonctionnalités similaires. Bon, accéléré, accéléré. Donc, c'est similaire. Dans des classes sans aucun rapport entre elles. Si ce n'est bien sûr d'être des filles de la classe objet. Ouais. Par exemple, la classe complexe, la classe image et la classe lien peuvent avoir chacune une fonction affichée. Cela permettrait de ne pas avoir à se soucier du type de l'objet que l'on a si on souhaite l'afficher en écran. Donc, ici, elle rajoute, enfin la personne rajoute, le polymorphisme ad hoc permet ainsi de définir des opérateurs dont l'utilisation sera différente selon le type de paramètres qui leur sont passés. Donc, il est donc possible, par exemple, de surcharger l'opérateur plus et de lui faire réaliser des actions différentes. Ça également, enfin, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Imaginez, vous avez ça, maintenant on parle d'opérateur. Vous avez un opérateur plus. Pour les nombres réels, vous prenez par exemple A plus B, bah, on sait tous comment faire l'addition, donc avec l'opérateur plus. Mais par exemple, pour un nombre complexe, l'addition n'est pas pareille. Donc vous ne pouvez pas juste, je sais pas, on connaît tous comment définir un nombre complexe. L'addition n'est pas forcément pareille en fait. D'ailleurs, oui, c'est pas pareil. Donc, ou bien, je sais pas, comment on appelle ça, ok, on garde les nombres complexes. Donc, si vous utilisez le même opérateur d'addition qui a été défini, par exemple, pour les nombres réels que pour les complexes, ça n'a aucun sens en fait. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous allez, par exemple, définir une classe nombre complexe, vous allez réimplémenter, c'est-à-dire surcharger la méthode addition pour permettre, en fait, de faire l'addition entre les nombres complexes et que ça ne soit pas pareil, en fait. En fait, c'est juste pour vous expliquer cette notion de surcharge, c'est-à-dire, on a une même méthode, par exemple, addition ou bien accéléré, mais pour une autre classe, ou ça peut être une classe phi, on réimplémente ça pour que ça prenne un comportement un peu différent. Donc, c'est ça. Alors, je ne vais pas vous embêter avec ces détails-là. On va continuer. Donc, au moins, j'espère que cette notion de polymorphisme-là, c'est un peu clair. Et comme je l'ai dit, vous allez voir quand on va, de façon pratique, quand on va commencer à implémenter les classes, ça sera beaucoup plus facile à appréhender. OK. Maintenant, passons au côté un peu plus pratique que théorique. Donc, comment définir de façon concrète une classe en Python? Donc, bien sûr, on va utiliser un mot-clé comme pour la fonction. Pour une fonction, c'est def. Ici, on va utiliser le mot-clé classe. Donc, et on va donner un nom à notre classe. Par exemple, ici, je lui donne le nom employé. Employé, c'est employé, je l'ai gardé en anglais. Il y a En fait, il n'y a pas de règle comme pour la nomenclature des variables. Il n'y a pas de règle bien spécifique. Mais bien sûr, les règles qu'on a vues pour la nomenclature des variables vont s'appliquer exactement de façon similaire ici. Par exemple, vous n'allez pas dire employé, par exemple, employé, je sais pas moi, employé Google. Vous n'allez pas mettre un espace ici pour la nomenclature d'un truc. Donc, vous n'allez pas aussi mettre, je sais pas, commencer par un chiffre. Donc, les bonnes manières, les bonnes pratiques qu'on a vues pour la nomenclature d'une variable s'appliquent également ici. Mais il y a quelque chose de particulier lorsque vous allez voir à chaque fois qu'on instance, bon, je ne vais pas parler d'instanciation, lorsqu'on définit une variable, c'est quoi? C'est qu'on commence toujours par la lettre majuscule, une lettre majuscule. C'est une sorte de convention pour distinguer une variable d'une fonction simple. Les fonctions, voilà, généralement on utilise voilà, comment on appelle ça, des minuscules. Donc la variable, à chaque fois, le premier mot, c'est ce qu'on appelle non, c'est pas du snake case, c'est quoi? J'ai oublié le mot exact. J'ai oublié le mot exact, c'est pas grave. On commence toujours en fait par une lettre majuscule, donc ici, et le reste, bien sûr, en minuscule. Et si c'est composé de deux mots, par exemple, comme je l'avais mis, vous pouvez mettre par exemple quelque chose comme ça, Google. Donc, vous collez et vous mettez le début du prochain mot. En fait, il y a un type de case, j'ai oublié, attends, je vais chercher. Ça m'étonne. Case types. Snake case. Je veux voir en fait les types de cases.
J'ai oublié le type exact quand on utilise les... Ah, je pense que c'est camel case. Ok, c'est ça. Upper snake case. Bof. Bon, en fait, en fait, la façon dont on définit les variables, ça a un nom. Par exemple, quand vous utilisez quelque chose comme ça, par exemple, si vous utilisez je sais pas moi, pour une fonction, par exemple, vous faites ma fonction, quelque chose comme ça c'est en fait ce qu'on appelle du snake case. Mais bon, c'est pas important à savoir ici, on s'en fout, c'est juste ma curiosité. Donc, donc, on définit une classe, et ici, qu'est-ce que je fais? Euh, Ici, j'ai défini une classe employée. Et comme je vous l'ai dit, une classe, ça possède généralement ce qu'on va appeler des attributs et des méthodes. C'est-à-dire, les attributs, ce sont les caractéristiques de la classe. Par exemple, un employé va avoir un nom, un âge, un prénom, etc. Et les méthodes, c'est ce que l'employé peut faire. Marcher, travailler, écrire sur un ordinateur, etc. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Et si vous remarquez, j'ai sauté quelque chose, j'ai l'impression. Je sais plus. J'ai l'impression d'avoir sauté quelque chose. Ouais, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense. C'est grand 2. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est correct. Ok. Donc, ici, j'ai utilisé en fait. Regardez, ça c'est la définition de la classe. Mais à l'intérieur de la définition de cette classe-là, j'ai utilisé une définition de fonction. J'ai utilisé le mot-clé def et j'ai défini une fonction qui est un peu bizarre là, avec deux tirets du 8. Init, j'ai écrit init, deux autres tirets du 8. Et j'ai écrit encore un mot bizarre ici, self. Ensuite, name, ensuite âge, deux points. Je suis revenu, encore un truc bizarre, j'écris self.name, je dis égal à name. Alors, c'est quoi ces bêtises-là? Ok, je vais vous expliquer ça en détail, mais avant ça, en fait, j'ai l'impression que j'ai inversé, en fait, ces deux parties-là, je les ai inversées, mais c'est pas grave. Je vais revenir, en fait, pour déclarer. Ça, c'est sûrement une erreur de manipulation. Euh, j'ai inversé ça. En fait, ça vient. Normalement, ça doit être en haut, en fait. Alors, ouais, ça doit être en haut. Parce que c'est ce truc-là, en fait, qui est ici. Ok. Je vais. Donc, bon, c'est pas grave. On va aller avec ça. C'est pas bien grave. Donc, j'ai défini une classe qui est employée. Et je vous explique en partant, enfin, même si on va revenir à ça. Donc, on a une méthode. En fait, le init ici, c'est ce qu'on appelle une méthode spéciale. Cette méthode spéciale-là, elle permet en fait de déclarer les caractéristiques de votre classe. Comme je l'ai dit, un employé va avoir un nom, va avoir un âge. Et c'est une convention, c'est par défaut. euh, À partir du moment où vous voulez en fait déclarer les attributs pour une variable, vous devez définir en fait ça de cette façon. Vous devez dire, ok, je définis ma méthode spéciale qui s'appelle init. Init en fait c'est pour dire genre j'initialise les méthodes, pas les méthodes, les caractéristiques de ma classe. Et ces caractéristiques là, c'est quoi? Je lui donne le self, c'est un truc par défaut. Vous allez voir pour les classes, pour toutes les fonctions que vous allez définir à l'intérieur d'une classe comme ça. Si je définis, par exemple, imaginez je veux définir une autre fonction, par exemple employé. L'employé, par exemple, peut travailler, donc la méthode travailler. Qu'est-ce que je vais dire? Par défaut, vous devez obligatoirement mettre le self en fait. Et l'objectif du self, vous allez voir, je vais parler du self lorsque je vais aborder les attributs de classe, exactement les attributs de classe, je vais en parler. Le self joue un très grand rôle ici, un rôle important pour ici, mais juste retenez ça, par défaut, vous devez mettre le self à partir du moment où vous définissez une fonction dans une classe. Donc le self, il est important. Et vous allez voir pourquoi. Donc, et bien sûr, je vais dire, ok, ma fonction spéciale un peu bizarre là, elle prend une première caractéristique qui est le nom de la personne, une deuxième caractéristique qui est l'âge de la personne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'initialise, en fait, bien sûr, je vous spoil, j'initialise ce qu'on appelle des attributs de classe. Donc, self.name j'initialise en fait cette variable bizarre là avec le self.name prend le nom qui a été passé ici et self.age prend l'âge qui a été passé ici. Ne vous en faites pas, c'est comme je l'ai dit en fait, c'est une inverse. J'ai inversé en fait
l'ordre. En principe, bon, ça devait être, on devait commencer avec plus simple, mais là, ça commence déjà très fort, c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est une syntaxe de base pour définir une classe employée qui a des caractéristiques, c'est-à-dire des attributs comme un nom et un âge. C'est la convention. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie en gros? Donc, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et d'ailleurs même, comme je l'ai dit ici, bah, pourquoi vous avez même besoin de classe? On le sait, je l'ai déjà expliqué. Mais en fait, pourquoi? Donc, si je vous pose la question à ce stade-là, pourquoi j'ai besoin de définir une classe employée avec, je sais pas, des attributs comme nom et âge? Bah, c'est pas sûr que vous allez pouvoir me répondre. Mais pourtant, c'est un truc qui est assez simple. Si vous utilisez, par exemple, là, c'est l'explication et je vais revenir en fait à ce qu'on a fait avant pour faire une comparaison, pour vous montrer en fait concrètement c'est quoi l'utilité d'une classe. Si vous revenez aux structures, comment on appelle ça, aux structures de données, notamment les structures primitives qu'on a eu à voir, comme les listes, les chaînes, les nombres, etc. C'est conçu spécialement en fait pour représenter des informations qui sont simples. Une liste, c'est conçu pour stocker des valeurs. Voilà. Une liste de nombres, une liste de noms de personnes. C'est comme un sac. Voilà. Vous mettez tout ce que vous voulez dans ce sac-là. Et bien sûr, il y a un certain ordre. C'est indexé. Une liste est indexée. Ou bien un nombre entier. Voilà. Bah, il n'y a rien à expliquer. Une chaîne de caractères. C'est conçu en fait pour stocker des informations, des données qui sont simples. Et comme je l'ai dit ici, comme le coût d'une pomme. Le coût d'une pomme, vous allez stocker ça dans une variable, comment on appelle ça, un float, donc un nombre à virgule. Donc le nom d'un poème, oui, d'un poème, ou bien vos couleurs favorites, respectivement. Mais et si vous voulez représenter quelque chose de beaucoup plus complexe, imaginez d'ailleurs l'un des exemples qu'on a vu, une voiture ou une classe. C'est quelque chose qui est complet. Vous n'allez pas représenter une voiture avec une liste, ou vous n'allez pas représenter une voiture avec une chaîne de caractères. C'est trop simple. Ça n'a aucun sens d'ailleurs. Une voiture, c'est un objet qui a des caractéristiques, qui a comment on appelle ça, voilà, des caractéristiques et qui a des méthodes, donc qui a des comportements qui peut faire un certain nombre d'actions. Donc, ici, je dis, par exemple, vous pourriez vouloir suivre les employés d'une organisation. Donc, vous avez une entreprise, vous voulez en fait traquer voilà, le mouvement, voilà, traquer ces employés-là. Et vous devez stocker des informations sur chaque employé. Donc, imaginez, vous devez stocker des informations sur chaque employé. Qu'est-ce que vous allez... Bah, imaginez, vous avez juste à votre disposition les structures primitives, comme les listes, les chaînes, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, voilà, vous allez déclarer peut-être, dire, OK, Kirk, peut-être c'est l'employé Kirk, James Kirk, il a 34 ans, il est, je sais pas, capitaine. Ça, c'est quoi? C'est peut-être son salaire. Ou bien, tu as l'employé Spock, son nom c'est Spock, il a 35 ans, il est officier scientifique, il a 2000, son salaire, c'est ça. Vous voyez, c'est même pas stylé en fait. Donc vous stockez des informations qui sont pas, et d'ailleurs on sait même pas, ça c'est quoi. Bon, oui, là on peut deviner que c'est le nom. Même ici, on sait même pas cette valeur c'est quoi. Bah, il faudrait deviner. Ou bien cette valeur c'est quoi. Bah, peut-être, oui, on voit que c'est l'âge, mais bah, ça ne donne pas vraiment d'informations sur l'employé en tant que tel. Donc c'est très difficile d'utiliser les structures de données primitives pour modéliser, pour représenter des objets beaucoup plus complexes de la vie réelle, simplement. Et comme c'est ce que j'ai essayé de dire ici, il y a plusieurs problèmes avec cette approche. Donc, quand bah, vous devez gérer de gros fichiers, le code devient difficile. Voilà, bon, je vais pas maintenant. Deuxièmement, ça peut introduire des erreurs si les employés n'ont pas le même nombre d'éléments dans leur liste respective. Regardez, par exemple, lui, il a son nom et après, il n'a même pas d'âge. Donc, et ensuite, directement, c'est son poste, ensuite son salaire. Donc ça fait que bah, c'est pas bien structuré, c'est pas bien organisé, alors que les structures de données devraient nous permettre de bien organiser les informations. Ben, ce n'est pas le cas ici. Et c'est là en fait que vient cette notion de, voilà, de classe. Donc maintenant, on va aller étape par étape, step by step, on va revenir en fait sur les bases. Donc, classe, d'abord, j'ai enfin, j'ai répété deux mots. J'ai parlé de classe, j'ai parlé d'instance. En fait, les instances, c'est ce qu'on appelle en anglais object.
Donc, c'est quoi la différence entre une classe et une instance? Je pense que vous avez déjà vu ça à travers l'image que j'avais mise au début, carrément, ici. Donc, bon, ça c'est simple. Donc, on voit directement la différence entre une classe et une instance. La classe, c'est l'objet, je l'ai déjà expliqué, c'est l'objet qui est abstrait, c'est-à-dire une voiture. Une voiture, c'est une classe qui est de façon abstraite. Donc, on sait qu'une voiture a quatre roues, des vitres, des phares, etc. Un volant, des chaises, etc. Et l'objet, c'est la vraie représentation dans la vie réelle. Ça peut être, vous n'allez pas voir une voiture abstraite comme ça dans la vie réelle. Là, forcément, la voiture aura une marque bien précise, aura des attributs bien spécifiques, etc. Ça peut être une BMW, une Renault, etc. Donc c'est ça la différence, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est ça la différence en fait entre une classe et un objet. Les classes, ce sont des structures de données qui vont être définies par l'utilisateur, mais ça reste en fait abstrait. Et bien sûr, les classes vont définir des fonctions. À l'intérieur de classes, on va avoir des fonctions. C'est ce qu'on va appeler, nous, on va appeler ça dorénavant des méthodes. Une fonction qui est à l'intérieur d'une classe, on va appeler ça une méthode. Et ces méthodes-là, je me répète, ça essaie de définir un certain nombre de comportements de cette classe-là. Par exemple, accélérer, s'arrêter, je sais pas, euh, je sais pas, tourner, drifter, etc. Ça, c'est par exemple, ce sont des comportements d'une voiture, donc ce sont des méthodes d'une voiture. Euh, et action, oui, c'est ça créé à partir de la classe. Ok, on va créer ici, voilà, on va revenir, comme je l'ai dit, on va revenir au niveau des bases. Donc, on va essayer de créer une classe dog, dog pour chien. Donc, et cette classe-là va stocker un certain nombre d'informations. Ça va stocker les caractéristiques et les comportements d'un chien qu'un chien individuel peut avoir. Donc, ici, c'est encore une fois, bon, encore une explication plus détaillée de la différence entre les deux notions. Donc, une classe, c'est un plan directeur pour définir quelque chose. Et si vous avez remarqué, si vous avez bien compris, c'est-à-dire vous avez forcément de façon implicite induit que une classe ne contient pas de données en elle-même. La classe ne contient pas de données. Donc, comme je l'ai dit, c'est une représentation abstraite. Donc, forcément, la classe dog que nous, on va initialiser, que nous, on va créer, ça va spécifier un nom, un âge. La classe dog spécifie qu'un nom et un âge sont nécessaires pour définir un chien, mais elle ne va pas contenir le nom et l'âge d'un chien spécifique. Exactement. Comme je l'ai dit, c'est abstrait. La classe va dire que, ok, un chien doit avoir un nom, doit avoir un âge, mais il ne va pas dire exactement quel est le nom, quel est l'âge. Parce que à partir du moment où vous dites quel est le nom d'un chien, quel est l'âge d'un chien, ça devient un objet, une instance et non plus une classe. C'est pareil pour les voitures. À partir du moment où vous dites que cette voiture, son nom c'est une Audit et ça, je sais pas moi, ça a une telle caractéristique, ce n'est plus une classe voiture, ce n'est plus la classe voiture, mais c'est l'objet, voilà, spécifique. Alors qu'une classe est le plan directeur, une instance est un objet qui est construit à partir d'une classe. Donc, l'instance ou bien l'objet est construit à partir d'une classe et contient des données qui sont réelles. Une, une instance de la classe dog n'est plus un plan directeur, c'est un chien réel avec un nom, comme Mills, qui a quatre pattes. Donc, c'est encore une sorte d'illustration. Donc, une classe, c'est comme un formulaire ou un questionnaire. Et là, à partir de ce formulaire-là, vous allez donner pour chaque objet spécifique, pour chaque instance spécifique, vous allez donner les informations de dans ce formulaire. Vous allez renseigner les informations dans ce formulaire-là. Donc, c'est simple. Alors, revenons maintenant à la définition de classe. Donc, c'est simple. Comme je l'ai dit, vous allez utiliser le mot-clé classe. Vous donnez le nom, en fait, à votre classe. Deux points. Alors, ici, j'ai mis passe. Passe, c'est pour dire, bon, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans la classe. Ça, c'est une classe qui est vide. J'ai défini une classe qui est vide, qui n'a aucun attribut et qui n'a aucune méthode. C'est la définition simple d'une classe. Donc, ok, Python, alors qu'est-ce que j'ai dit ici? Ouais, c'est ça. Ok, donc on a ici le corps de la classe dog consiste en une seule instruction. Donc le mot-clé passe. Et en fait, comme je vous l'ai dit, en fait, le mot-clé passe. Généralement, on utilise ça, même souvent au niveau des fonctions. Vous pouvez par exemple définir, par exemple, je crée un truc ici. Je dis def ma fonction. Je mets deux points et je dis quelque chose du genre passe simplement. Je dis passe. En fait, c'est juste pour dire, je définis une fonction, mais bah, la fonction ne fait rien, quoi. Voilà, c'est ça.
Donc, c'est juste un mot-clé pour, voilà, souvent, c'est comme on laisse une sorte de placeholder, je sais pas c'est quoi la traduction en français, une sorte d'espace, voilà, juste. Alors, pourquoi j'ai une erreur, aucune idée. J'ai pas respecté l'indentation ou quoi. Bon, je m'en fous d'ailleurs. Ici, qu'est-ce que je dis? Les programmeurs Python utilisent souvent le mot-clé passe, en fait, comme voilà, c'est ça, un espace réservé indiquant on doit venir remplacer, en fait, on doit compléter par un code, éventuellement. Donc, et ça permet généralement d'exécuter le code ou la fonction ou la classe sans que ça génère une erreur. Parce que si vous faites ça, si vous définissez une fonction comme ça, sans rien mettre dedans, bah, il y a un problème en fait. Donc, finalement, on met le pass pour éviter que ça génère une erreur. Ok, choisis l'interpréteur. Ok, les conventions de nommage. En fait, j'en parlais tantôt. Donc, c'est quoi? Expected what? Écoutez, je m'en fous. Je supprime ça, c'était juste pour l'exemple. Les noms de classe Python sont écrits en notation mots capitalisés. C'est ce que je vous expliquais en fait. Donc, pour la nomenclature, ça va respecter la plupart des nomenclatures qu'on utilise pour les variables. Mais la différence en fait, c'est que vous allez devoir l'utiliser à chaque fois. C'est juste une convention. Vous pouvez ne pas le faire. Si vous ne le faites pas, ça va marcher. Mais c'est mieux de le faire. C'est toujours mieux en fait de respecter la nomenclature. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas d'erreur en fait. J'écris dog avec un petit d, il n'y aura pas d'erreur. Mais c'est toujours mieux de respecter la convention. Ok, donc une classe pour une race spécifique d'un chien, comme le donc ça serait écrit. Ok, donc ok, la classe dog n'est pas très intéressante pour l'instant, bien sûr, parce qu'il n'y a rien dans cette classe dog là. Et on veut l'améliorer un peu plus en définissant quelques propriétés d'un chien. Qu'est-ce qu'un chien peut avoir comme propriété? Ça va revenir en fait à ce qu'on a fait, le code que je vous ai spoilé avec là. Donc, un chien peut avoir un nom et un âge. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va définir les propriétés. Et généralement, pour définir, comme je le disais tantôt, pour définir les propriétés d'une classe, on va utiliser une méthode spéciale, ou si vous préférez, une fonction de classe spéciale qu'on appelle init. Et regardez comment on écrit le init, c'est 2 tirets de 8 qui sont collés, c'est 2 tirets de 8 en fait qui sont collés. Et ensuite, on a le mot-clé init et encore deux autres tirets de 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce mot-clé là, self. Alors, je pense que je l'ai expliqué. Chaque fois que vous créez un nouvel objet dog, init définit l'état initial de l'objet en assignant les valeurs des propriétés de l'objet. C'est-à-dire que cette méthode init initialise chaque nouvelle instance de la classe. Et vous allez voir en fait, lorsqu'on va essayer d'instancier, alors oui, lorsqu'on va essayer d'instancier la classe, vous allez voir ce que ça donne. Donc, ici, comme je l'ai dit, init c'est juste pour initialiser les propriétés initiales d'un objet, d'une classe. Vous pouvez donner à init n'importe quel nombre de paramètres. Là, on a deux paramètres que sont name et âge, le nom et l'âge. Mais le premier paramètre sera toujours une variable. Toujours, comme je vous l'ai dit, c'est une convention. Le premier paramètre d'une méthode ou d'une fonction dans une classe, c'est toujours ce self-là. Donc, ce que je traitais de bizarre tout à l'heure, donc le mot-clé bizarre. Vous allez voir son utilité. Donc, quand vous créez une nouvelle instance de classe, Python passe automatiquement l'instance au paramètre self. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est important, je mets ça en bold, en gras. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment si vous avez des questions, hein. J'espère que vous me suivez jusque-là. Euh, c'est clair jusque-là? Tout le monde suit? Ok, ok, très bien. D'accord. Je mets ça rapidement en bold. Où est le point? Ok. Ok. Donc, je disais tantôt, ok. Chaque fois que vous... Où est moi? En fait, c'est pas ça que je voulais mettre en bold, c'est plutôt ça. Vous pouvez donner à init n'importe quel... hein, quand vous créez une nouvelle classe. Voilà, c'est ça. C'est cette partie-là, je veux mettre en bold. Voilà. Voilà, donc je disais, quand vous créez une nouvelle instance de classe, ici on définit une classe de façon normale, il n'y a pas de souci. Mais quand on va vouloir en fait, oui, ok. Donc quand vous allez vouloir définir, créer une nouvelle instance d'une classe, ce que Python va faire automatiquement, c'est quoi?
il va passer les paramètres, il va passer automatiquement cette instance que vous avez créée là au paramètre self. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu difficile de concevoir ça si vous n'avez jamais utilisé. Mais vous allez voir, c'est très simple lorsque attends, je pense, j'ai un exemple d'initialisation de classe. En fait, vous allez voir ça lorsqu'on va utiliser exactement. Ok, voilà, vous allez voir ça en fait ici. Par exemple, lorsqu'on va arriver en fait à cette partie-là, les méthodes d'instance, vous allez voir exactement à quoi sert ce self-là. Vous voyez, on a défini, bon, je vous spoil, c'est pas grave, j'ai sauté, tout ça, patati patata. C'est juste pour vous expliquer en fait l'importance du self ici. Donc, on donne self. Et vous allez voir, à chaque fois, même si vous voulez vous voulez déclarer une méthode qui n'a pas de paramètres, c'est-à-dire une méthode qui ne prend rien en paramètres, vous devez mettre le self. Il est obligatoire pour n'importe quelle méthode de classe que vous créez. Le self, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que là, regardez, par exemple, j'ai défini une méthode. On s'en fout de ce que fait la méthode. Si vous voulez, bon, c'est assez simple. C'est juste pour décrire, par exemple, la classe. C'est-à-dire, dire qu'est-ce que c'est que cette classe-là. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez, je fais self.name. C'est-à-dire, je crée une fonction, certes, mais j'arrive en fait à accéder aux attributs de cette classe-là dans une méthode, dans la méthode en fait. Et pour ce faire, par exemple, là, je ne peux pas utiliser name. Si j'utilise name, ça n'a aucun. Par exemple, ici, si j'utilise name et âge, je vais dire par exemple, ce chien, le nom de ce chien-là, à tel âge. Ça n'a aucun sens de mettre name et âge. Pourquoi? Parce que bah, vous n'avez pas défini name et âge. C'est quoi name et âge? Vous n'avez pas donné de paramètres dans cette fonction. Vous n'avez pas donné le name ici et vous n'avez pas donné l'âge ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, le name et âge, c'est spécifique à la classe. C'est-à-dire, c'est le chien, lorsque vous allez initialiser bien sûr le chien, c'est le chien qui a un tel nom et un tel âge. Ça n'a aucun sens à chaque fois, lorsque vous allez vouloir définir une fonction, de donner chaque fois, voilà, name, âge, etc. Alors que ce sont des attributs de la classe elle-même, ce sont les attributs de l'objet elle-même, de l'objet lui-même plutôt. Donc, ce qu'on fait ici, on utilise le self pour permettre d'avoir accès à ces attributs-là. Donc, je définis une méthode. Je ne mets pas de paramètres ici pour dire c'est quoi le nom parce que c'est déjà fait, c'est déjà initialisé. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je reviens à ce qui était écrit ici. Je mets juste self.name et self.age, c'est-à-dire j'ai accès à ces attributs-là sans même mettre des paramètres ici. Donc, c'est ça. En fait, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à travers cette phrase spécifique-là. Elle est où encore là? Euh, voilà, celle-là. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Quand vous créez une nouvelle instance de classe, on n'a pas encore vu comment instancer une classe, c'est pas grave, mais juste essayez de retenir ça. Quand vous créez une nouvelle instance de classe, Python passe automatiquement l'instance au paramètre self dans init pour que Python puisse définir les nouveaux attributs sur l'objet. Donc, vous allez définir les nouveaux attributs. Donc, le nom ici, c'est ce nom-là. L'âge ici, c'est ce que vous allez faire ça. Et vous allez voir, d'ailleurs, on va instancier ça tout à l'heure ici. Donc, c'est bon. Retenez juste ça. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre en fait au fur et à mesure qu'on avance. Donc, ici, qu'est-ce que je dis encore une fois? Alors, mettez à jour la classe dog avec une méthode init. Donc, à partir de cette classe cette classe très basique qu'on avait définie, on vient ici, voilà, même chose, classe dog, on définit avec la méthode init, donc self, name, âge, et bien sûr, on initialise, comme ce qu'on avait vu en haut en fait. Self.name, donc le nom, c'est ça, le nom. L'âge, c'est ça. Donc, c'est un truc par défaut. S'il y avait un autre attribut comme la couleur, j'allais dire self.color égale color. Et bien sûr, je dois passer ça en paramètre, donc en argument à ma méthode spéciale qui est init. Donc, je vais dire la couleur ici. Et détrompez-vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes noms. Ça, c'est bon pour faciliter les choses. On utilise par exemple le même nom ici. Mais par exemple, je pourrais dire ici, je pourrais dire nom chien. Voilà, je pourrais dire nom chien, âge chien, color chien. Ouais, je peux faire ça, il n'y a pas de souci. Sauf que si je fais ça, bien sûr, quand je fais ça, l'important en fait ici, c'est de respecter deux règles. Lorsque vous initialisez, vous devez utiliser le même. Par exemple, le name, c'est celui qui est là parce que vous allez. Ce que vous créez ici avec le self, vous devez affecter la valeur qui est passée en paramètre. Donc, ça et ça doit être la même chose. Âge et âge, ça doit être la même chose. Color et color doivent être la même chose. Maintenant, vu que vous avez changé le nom ici, donc, c'est-à-dire dans la méthode, par exemple, je reviens à ma méthode que je vous ai montré un peu en bas là.
c'était où? Cette méthode, vous n'avez plus si vous faites ça, vous n'avez plus le droit d'utiliser name. Vous allez par exemple utiliser name chien. Voilà. Parce que vous avez changé le nom entre temps. Donc, c'est juste pour vous expliquer rapidement l'importance du self. C'est primordial. Une fois que vous avez compris ça, en fait, ça devient simple. Il y a plus d'obstacles, il n'y a plus de blocage, en fait. OK. Donc, mettez à jour. OK. Donc, je continue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, j'ai rajouté, il faut s'assurer en fait d'indenter proprement parce que là, regardez, si je fais quelque chose comme ça, bah, j'ai une erreur parce que on définit la classe, la méthode est à l'intérieur de la classe. Et ça, c'est à l'intérieur de la méthode init. Donc, cette partie est à l'intérieur de la méthode init. En Python, l'indentations, c'est très important. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, en tout cas, à ce stade de la formation. Donc, bien sûr, 4 espaces, voilà, patati patata. Le corps de init, il y a deux instructions utilisant la variable self. Donc, je dis self.name égale la name qui crée un attribut appelé name. Et lui assigne la valeur name qui est passée ici. Et self.age égale à age, il crée un attribut appelé age ici. Bon, ok, je reviens à mon truc simple là. J'ai oublié que j'ai modifié ça entre temps. Color, j'enlève même color, c'est pas la peine. Donc, self.age, il crée un attribut qui s'appelle age et va lui assigner la valeur age, simplement. Donc, en gros, ici, retenez juste pour définir, pour déclarer une variable dans une classe, c'est-à-dire une variable qui représente un attribut, c'est-à-dire une caractéristique d'un objet ou d'une classe, vous utilisez simplement self.name et vous lui donnez sa valeur. Donc, c'est une convention pour déclarer une caractéristique dans une classe. Et bien sûr, ça doit se faire dans la méthode spéciale init. Simplement, on retient ça pour cette partie. Je passe. Les attributs créés dans init sont exactement. Donc ça aussi c'est important. C'est le mot exact pour caractériser ce truc-là, cette variable-là. C'est un attribut d'instance. Un attribut d'instance. Donc la valeur d'un attribut d'instance est spécifique à une instance particulière de la classe. C'est-à-dire, par exemple, si je crée OK, je n'ai pas montré d'exemple ici parce qu'en fait il y a la partie 4 ça traite de comment instancier les classes, donc je ne veux pas le faire pour l'instant, mais juste on retient et ensuite on va y revenir. Donc comme je le disais, la valeur d'un attribut d'instance c'est spécifique en fait à une instance. Par exemple, pour un chien, la classe chien que j'ai créée ici, c'est une classe qui est abstraite. Vous voyez, j'ai pas donné un nom spécifique, j'ai pas donné un âge spécifique, mais une fois que je veux instancier cette classe-là, par exemple dire, ok, j'ai un chien qui s'appelle Bobby, il a 2 ans par exemple. Là, je dois donner la valeur Bobby au nom, ici, lors de l'instanciation, et l'âge 2 ans lors de l'instanciation. Alors, j'enlève couleur, je l'ai mis juste lors de l'explication. Ensuite, ici, je dis quoi? Tous les objets dog ont un nom. Alors, il est déjà 23h30, je sais que je dois arrêter. Donc, tous les objets dog ont un nom et un âge, mais les valeurs pour les attributs nom et âge varieront selon l'instance de dog. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, ici, je répète une fois de plus, on a défini une classe dog. Toutes les instances de cette classe-là auront deux attributs, un nom et un âge, mais la valeur de ces attributs-là va changer d'une instance à une autre en fait. Par exemple, ici, qu'est-ce que je fais? Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai défini ce qu'on appelle un attribut d'instance, c'est-à-dire ces attributs-là sont particuliers à une instance de classe. Par exemple, un chien particulier a un nom et un âge. Un autre chien a un nom et un âge. Mais souvent, vous allez voir, on a besoin d'avoir des attributs qui vont être communs à la classe. Par exemple, la race chien, par exemple, je veux en fait créer une classe qui va, comment je vais dire ça, qui va caractériser une race particulière de chiens. Par exemple, comment on appelle les trucs allemands là, les bergers allemands. Donc, je veux par exemple créer une classe qui en fait, c'est-à-dire, on a l'espèce du chien que je veux créer, en fait. C'est un berger allemand. Et ça, ce que je dois utiliser, ça ne sera plus des attributs d'instance, mais ça sera des attributs de classe, en fait. Regardez ici l'exemple. Donc, je crée une classe qui s'appelle toujours dog, et je dis ici, OK, le species, d'ailleurs, je vais même avec mon exemple, je trouve qu'il est plus... Bon, tout le monde sait c'est quoi un berger allemand. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je dis l'espèce. Mais regardez, j'ai déclaré une variable ici. Je n'ai pas utilisé de self. C'est la première remarque
qui saute à l'œil. Il n'y a pas de self ici. Donc, je dis species égale berger allemand. C'est une déclaration de variable normale. Et deuxième remarque, c'est que je l'ai faite pas dans je ne l'ai pas fait dans le init, je l'ai fait avant le init. Ça, c'est la déclaration typique d'un attribut de classe. Donc ça, c'est un attribut de classe. Et ceux qui sont ici, ce sont des attributs d'instance. Alors, oui, peut-être il y a d'autres qui n'arrivent toujours pas à comprendre cette différence-là. C'est quoi? L'attribut de classe, en fait, c'est-à-dire toutes les classes que vous allez, c'est-à-dire tous les chiens que vous allez créer à partir de cette classe, c'est-à-dire si j'ai un nouveau chien, je veux créer en fait, enfin, je dis créer entre griffes, hein, je ne peux pas créer de chien moi. Je veux créer un nouveau chien à partir de ma classe, c'est-à-dire tous les chiens que je vais créer à partir de cette classe-là auront, en fait, ils auront comment on appelle ça, cette race belge allemand. Ça sera, tous ces chiens auront, en fait, ce seront des bergers allemands. Ça ne sera plus, en fait, une classe générale chien comme on connaît. Parce que l'attribut species nous a dit, ok, tu crées, la classe, en fait, doit être disons, une classe de berger allemand, simplement. Et bien sûr, ensuite, ici, ce que j'ai défini dans le init, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est spécifique maintenant c'est spécifique au chien que tu vas créer, donc au type de chien que tu vas créer. Donc, il va avoir un nom qui est unique, qui peut être unique, ils peuvent avoir des mêmes noms, et un âge qui potentiellement est unique. Mais l'attribut de classe que tu as créé ici, c'est commun à toutes les instances que vous allez créer. Donc, j'espère que ça, c'est assez clair. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit ici? Vous définissez les attributs de classe directement sous la première ligne du nom de classe. Et bon, les indentés de 4 espaces. Bon, allez. Ici, une petite remarque, encore ici. Alors, je vais même d'ailleurs mettre ça avec des tirets. Euh, donc, oui, vous allez maintenant me demander, ok, quand est-ce qu'on utilise des attributs de classe? Quand est-ce qu'on utilise des attributs d'instance? Bah, c'est simple. Donc, vous allez utiliser des attributs de classe normaux, non, les attributs de classe ici, comme ce qu'on vient de voir. Ça, c'est pour définir des propriétés qui doivent avoir la même valeur pour chaque instance. Comme je l'ai dit, à partir de là, les instances de chiens que vous allez, enfin, que je vais créer ou que vous allez créer, ça sera des bergers allemands, simplement. Donc, eux tous, ils auront la race berger allemand. Mais vous allez utiliser des attributs d'instance pour des propriétés qui vont varier d'une instance à une autre, en fait, d'un objet réel à un autre. Voilà, simplement. Ok, donc maintenant on sait comment créer une classe, on sait comment initialiser les attributs de classe, on sait comment initialiser les attributs d'instance, comment initialiser les attributs de classe. Donc, on va maintenant voir comment on va instancier cette classe-là. Instancier, c'est simplement créer des instances, c'est-à-dire créer des vrais chiens à partir de ma classe chien. Faites pas attention au jeu de mots. Créer un nouveau objet à partir d'une classe s'appelle instancier la classe. C'est-à-dire, je crée euh, un nouvel objet. Donc, et vous pouvez créer un nouvel objet en tapant le nom de la classe suivi de parenthèses ouvrantes. Ici, j'enlève ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait ici. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'instanciation typique d'une classe. J'écris le nom de la classe avec des parenthèses, simplement. Mais vous remarquez, il n'y a rien dans les parenthèses. J'ai rien dit. Et regardez ce que ça me donne. Ça me donne un truc bizarre là. Il me dit main.dog at ça. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je m'en fous. En fait, je veux dire, je m'en fous. Désolé du mot, mais en fait, ce que je veux dire, c'est pas une information qui est utile. Oui, j'ai expliqué juste en bas ce que ça veut dire, mais en fait, ça, c'est pas ce qu'on veut quand on utilise une classe. Ce qu'on veut, en fait, c'est de définir les propriétés de ma classe pour que, pour un chien spécifique, on puisse, voilà, déclarer quel est le nom de ce chien, quel est l'âge de ce chien, pour pouvoir réutiliser ça après, en fait. Bon, mais quand même, je reviens à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle classe dog. Donc, en utilisant ce mot, le nom de la classe que j'ai défini. Et là, j'ai pas donné ni attribut, ni méthode. Donc, il n'y a rien. Donc, ici, vous voyez, dans la sortie, vous pouvez voir que vous avez maintenant un nouvel objet dog. Donc, on a un nouvel objet dog à cette adresse bizarre là, une adresse
hexadécimale. Et en fait, cette chaîne, cette chaîne d'apparence étrange de lettres et de nombres, en fait, c'est une adresse mémoire. C'est-à-dire, votre classe a été stockée dans cette adresse mémoire sur votre PC, en fait. Mais comme je l'ai dit, on s'en fout de ça. C'est pas la peine de se casser la tête avec ça. Donc, euh, donc, voilà, qu'est-ce que je dis. Maintenant, regardez ce que je fais. Donc, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais instancier une classe doc, mais je vais voilà, je vais donner je vais attribuer ça à une variable. Donc, j'écris mon premier chien que je nomme A. Donc, c'est dog. Le deuxième chien B, c'est encore dog. Et juste, j'ai oublié de mentionner quelque chose ici. Je ne sais pas si je l'ai dit. En fait, à chaque fois que vous déclarez, alors oui, je l'exécute ça. À chaque fois que vous déclarez une nouvelle... alors, ok, oui, je vois pourquoi. Parce que j'ai besoin de ça. Ah ouais, c'est la raison pour laquelle j'avais le petit bout de code que j'ai supprimé là. Ok, en fait, à chaque fois que vous exécutez ça, vous initialisez une classe. L'adresse mémoire va changer en fait. Vous voyez là, ça, c'est une autre adresse mémoire en fait. Donc, ça dit, il stocke ça dans un emplacement différent dans votre PC. Mais comme je l'ai dit, c'est pas un truc important. Juste, ça va permettre de comprendre ici. Donc, j'initialise un premier chien, dog, A, ensuite B, et je fais juste une petite comparaison pour voir est-ce que A est égal à B. Et étonnamment, non, A n'est pas égal à B. En fait, le pourquoi, ça réside tout simplement dans ce que je viens de vous dire. Il a stocké ça en fait dans deux emplacements mémoire différents. Donc, c'est comme si c'est une nouvelle instance. C'est ce que je vous ai dit. C'est comme si c'est une nouvelle instance qui est carrément différente et unique. C'est-à-dire, chaque fois que vous initialisez, par exemple ça, vous instanciez cette classe-là, c'est unique en fait. C'est une classe qui est unique, simplement. Donc, ok, je continue là maintenant. Donc, ça, c'est une manière d'instancier le truc. Maintenant, regardez. Je prends ce code-là, ce petit bout de code. Alors, je vais arrêter, ne vous en faites pas, je vais m'arrêter ici. Mais je termine juste rapidement. Donc, ici, j'ai cette classe doc. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Je vais enlever la méthode de classe. Je vais garder ça simplement. Ok, j'ai cette classe doc et je veux initialiser un nouveau chien, disons, mon chien, voilà. Et comment j'initialise ça? Je vais dire, ok, dog. Et ce que je vais lui donner en paramètre, c'est quoi? Vous allez voir, je n'aurai pas besoin, par exemple, d'utiliser, genre de répéter la méthode init. Je donne directement les deux paramètres auxquels s'attend la méthode init là, directement ici. Je dis name ici. Donc, c'est comme si je vais dire, ok, mon chien, le name, je lui donne le nom de, par exemple, Milou, un chien courant. Et l'âge, je dis que, bah, peut-être il a 2 ans. Non, je mets juste 2. Voilà, je mets juste 2. Pas besoin même de mettre un string. Voilà. Et là, c'est ce que je viens de faire, c'est quoi? J'ai initialisé une classe. Donc, enfin, pas une classe, pardon, une instance de classe. Donc, une nouvelle instance de classe qui s'appelle mon chien et qui a ces caractéristiques-là. Mon chien a pour nom Milou et l'âge, c'est 2. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un exemple qui est basique. Bon, ici, les attributs de classe et d'instance, c'est juste pour vous spécifier les différences. Ça, on vient, bah, en fait, c'est exactement la même chose qu'on vient de voir. Juste que, bon, là, on va juste voir. Mais je pense, il reste pas beaucoup. J'aurais aimé terminer ça rapidement. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en pensez? On termine ou bien on s'arrête là pour aujourd'hui? Et on termine le dimanche prochain. Bon, en fonction de la majorité, hein, donc c'est comme vous voulez. Parce que ouais, ça fait déjà long, 1h30. Je sais que c'est très difficile de rester concentré pendant plus d'une heure. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? On termine ou bien on s'arrête là? Euh, là, en fonction de la majorité. Donc, bon, ok. Ceux qui veulent qu'on continue, vous pouvez lever la main. Si la majorité est d'accord, bon, on va y aller. 5 5 5 5 la majorité. Euh, Bah, on n'est pas à la majorité. Les autres, vous préférez qu'on arrête 7 7 sur
7 sur 17, bah, c'est pas la majorité. Bah, j'espère que les autres, en tout cas, sont là et qu'ils suivent. Euh, ok, bon. Je sais pas moi. Idrissa. Bon, je vais continuer dans ce cas, juste pour qu'on puisse terminer rapidement, parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de séances. En fait, j'avais prévu avec Hervé qu'on termine ce mois-ci, donc ça fait qu'il ne nous reste plus beaucoup de séances. Je vais terminer rapidement. Donc, ici, comme je le disais, j'étais où? Ok. Ici, en fait, c'est en fait un point qui explique de façon plus détaillée la différence entre un attribut de classe et un attribut d'instance. Mais je ne vais pas perdre du temps ici parce qu'on l'a déjà expliqué de façon truc. Mais juste cette illustration, elle est très intéressante en ce sens où on a deux classes. Donc, une classe personne et disons, bon, ça c'est enfin, une classe qui est spécifique. Et regardez cette classe personne, ce qu'elle a comme type d'attribut. On a un nom qui est de type string. Bon, en fait, ça c'est. Faites pas attention. En fait, ça c'est tiré, je pense, du Java. C'est un schéma pour le Java, mais c'est pas grave. C'est la compréhension qui importe ici. Donc, on a un nom, un prénom, un certain nombre de participants, nombre organisation, nombre total de participants. Et si vous regardez, par exemple, cet attribut nom-là, ça a été labellisé comme un attribut d'instance. Donc, c'est-à-dire, c'est particulier pour chaque type de personne. Donc, une personne aura un nom qui est unique. Et les attributs de classe, regardez, nombre total de participation, ça c'est un attribut de classe. Pourquoi? En fait, parce que c'est un truc qui est commun en fait aux différentes classes en fait. Donc le nombre de participations peut-être je sais pas, à un événement ou quelque chose comme ça. Et là, je pense que c'est un truc de élection, c'est lié aux élections. Si je me souviens bien de d'où est-ce que j'ai tiré cet exemple-là. C'est un truc d'élection, voilà. Opération d'instance, opération de classe. Bon, juste, je zappe rapidement. Alors ici, on a créé une classe. C'est la même classe qu'on avait en haut là, avec comment on appelle ça? Un attribut de classe et deux attributs d'instance, name et âge. Ici, pour instancier, voilà rapidement, voilà, je vous avais montré ça. Donc, maintenant, j'instancie deux autres objets. Un objet qui s'appelle Miles et un objet qui s'appelle Body. Donc, premier, il a l'âge, il a 4 ans. Deuxième, il a 9 ans. Alors, je vois, espérons qu'il n'y ait pas. Alors, pour instancier cette carrière, vous devez fournir. Oui, en fait, c'est normal parce que ici, je peux pas. Comme vous avez vu, je peux. À partir du moment en fait où je mets. Oui, c'est important aussi d'en parler, de comprendre pourquoi j'ai cette erreur-là. Regardez, ici, dans mon init, j'ai dit que en principe, il doit prendre. Lorsque j'initialise la classe, elle doit prendre deux attributs qui sont nom et âge. C'est-à-dire, je suis obligé, à partir du moment où je mets deux arguments ici, dans le init, je suis obligé lors de l'initialisation, de donner les valeurs en fait de ces arguments-là. Je ne peux pas me permettre de mettre juste dog ici. Il va te dire, ok, dog init, regardez ce qu'il fait. Dog init, c'est cette méthode init qu'on a là. Donc, init ici, missing two required positional arguments, name and age. Donc, il a besoin de ces deux arguments. Parce qu'en fait, lorsque vous utilisez dog, oui, vous n'utilisez pas le init explicitement, mais implicitement, lors de la création, lorsque vous instanciez ça comme ça, vous devez passer les paramètres en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette erreur-là. Il vous dit, monsieur, la syntaxe n'est pas bonne, merci de passer les deux paramètres de init. Donc, et c'est bien sûr ce que j'ai fait ici. Oui, je peux garder ça. Alors, je peux garder ça juste pour vous dire. Voilà, simplement. Ok, donc ici, ça c'est la bonne manière de l'utiliser ici. Donc, je donne le nom et l'âge. Bien sûr, là, je peux donner le nom. Bon, on a vu les différents types d'attributs, de paramètres. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, je peux initialiser. Et voilà, j'ai initialisé mes deux instances, enfin deux nouveaux chiens avec des noms et des âges différents. Et bien sûr, c'est ce que j'ai expliqué ici. Ça crée deux nouvelles instances. Donc, une pour un chien de 4 ans nommé Miles et une pour un chien de 9 ans nommé Buddy. La méthode init de la classe dog a trois paramètres. Alors, ouais, je me rappelle maintenant de pourquoi j'ai mis ça. Ici, remarquez,
lors de l'initialisation, j'ai passé 3 paramètres. Je vous parlais tantôt en fait de l'importance du self, mais si vous remarquez en fait ici, il y a 3 paramètres, on est d'accord. Mais lorsque j'initialise, pardon, j'enlève ça, j'enlève ce truc là. Pourquoi j'ai mis name? Lorsque j'initialise, je donne seulement 2 paramètres, alors qu'il y a 3 paramètres. Il y a le self. Pourquoi je ne donne pas une valeur au self? C'est comme je vous l'ai dit tantôt, le self, ce n'est pas en fait un paramètre, j'ai envie de dire entre griffes, normal. C'est un paramètre qui est spécial et qui vous permet en fait d'utiliser les attributs plus tard. Donc, ou bien, en fait, même pas d'utiliser, ça va vous permettre même d'accéder aux attributs. Vous allez voir, ce sont les exemples qui sont juste en bas. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué ici. Pourquoi ne passez-vous pas 2 arguments dans l'exemple? Pourquoi ne passez-vous que 2 arguments dans l'exemple? Ici, l'explication elle est simple. Quand vous instanciez la classe dog, Python va créer une nouvelle instance dog. Donc ici, par exemple, Miles, il va créer une nouvelle instance dog et la passe au premier paramètre init. Donc, l'instance que vous avez, en fait, l'instance de dog que vous créez, en fait, c'est la même phrase que j'ai dite en haut, si vous vous rappelez. Donc, il va passer ça automatiquement, en fait, au self. Donc, l'instance sera passée au self. C'est comme je l'ai dit, c'est un paramètre qui est spécial, en fait, qui permet, en fait, c'est comme si le self, c'est pour dire moi-même. C'est-à-dire, comment je vous explique? Si vous avez fait du Java, ça allait être plus parlant parce que en Java, en fait, c'est une méthode qu'on appelle this, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire ma classe, je la prends en fait dans ce paramètre particulier. Donc, en d'autres termes, je ne veux pas vous perdre, en d'autres termes, c'est pour dire, lorsque vous créez, vous instanciez le dog, le self va prendre la classe elle-même dog en fait. Et vous allez comprendre, ne vous en faites pas, vous allez comprendre juste en bas ce que je veux vraiment dire par ça. Donc Python crée une nouvelle instance dog et la passe au premier paramètre de init. Et ce que ça fait, c'est quoi? Ça supprime essentiellement ceci supprime essentiellement le paramètre self, dont vous n'avez qu'à vous soucier des paramètres name et truc. Donc, c'est-à-dire, automatiquement, Python va se charger en fait d'attribuer à self. Donc, implicitement, le self, en fait, Python va se charger de lui donner une valeur. Et cette valeur-là, en fait, c'est la valeur du dog lui-même, de dog que vous venez de créer. Et c'est un peu bizarre, je l'avoue, c'est un peu bizarre, mais vous allez voir, c'est plutôt simple, j'ai envie de dire. Donc, après avoir créé les instances dog, vous allez accéder à leurs attributs. Par exemple, là, vous avez besoin de savoir quel est le nom de dog. Bon, imaginez que vous n'avez pas vu ça et que vous avez besoin d'accéder en fait au nom du chien ici et à son âge. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire miles.name. Simplement. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez accès à son nom. Donc, vous pouvez, juste à partir d'un point, vous dites miles.name et il vous donne le nom que vous avez passé ici, en fait. C'est le même nom qui a été donné ici. Et ça se fait plus ou moins grâce au self, en fait. C'est le self qui vous permet de faire ça. Ou bien ici, vous pouvez accéder à l'âge. Donc, miles.âge égale à 4 ans. Ensuite, miles.name égale à body. Donc, body.âge égale à 9. Ça, c'est un truc qui est assez simple. Donc, vous accédez aux attributs que vous avez initialisés ici pour un objet spécifique grâce à cet opérateur qui est le point, en fait, l'opérateur d'accès. Voilà. Donc, et vous pouvez accéder aux attributs de classe de la même manière. Et effectivement, donc là aussi, on a un attribut de classe qui est spécifique. Bon, j'avais mis berger allemand entre-temps. Si vous voulez, on garde le berger allemand. Berger allemand. Donc, voilà. Et bien sûr, voilà, donc je peux y accéder de la même manière. Donc, voilà, un des plus gros avantages de l'utilisation de classes pour organiser les données, c'est que les instances sont garanties d'avoir les attributs que vous attendez. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Toutes les instances de dog ont les mêmes attributs, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple l'instance Miles, il va avoir un attribut name et aussi body aura un attribut name. Miles aura un attribut âge. Également, pareil pour body. Donc, vous allez, en fait, c'est les mêmes attributs, .species, .name, .âge. Donc, vous pouvez utiliser en fait ces attributs avec confiance parce que vous savez comment vous les avez nommés et vous savez ce que ça va retourner en fait comme valeur vu que, bah, entre-temps, c'est vous qui avez initialisé ça, simplement. Donc, et bien sûr, bien que les attributs soient garantis d'exister, leur valeur peut changer dynamiquement. Bon, là, on peut en fait modifier. Vous pouvez modifier la valeur de l'âge, par exemple, de ce monsieur-là. Vous voyez, je dis body.age. Maintenant, c'est 10. Avant, c'était combien? Body.age, c'était 9. Maintenant, je dis il a 10 ans. Donc, je change son âge, simplement. Ou bien, l'espèce, ce n'est plus berger allemand,
c'est une nouvelle espèce ici, Felis sylvestris. Ok, donc c'est simple. Dans cet exemple, on change la valeur, on change l'attribut âge et de l'objet body à 10 et ensuite on change l'attribut species de l'objet miles à Felis sylvestris. Ok, alors la dernière partie, voilà, la dernière partie. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les méthodes d'instance. On a vu les attributs d'instance. Donc, les attributs, ce sont les caractéristiques d'une classe. Les méthodes, comme je l'avais expliqué, c'est ce qui donne plus ou moins le comportement d'une classe en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette classe peut faire comme action. Donc, les méthodes sont des fonctions. En fait, en d'autres termes, une méthode, c'est une fonction à l'intérieur d'une classe. Donc, comme je le dis ici, les méthodes sont des fonctions que vous définissez à l'intérieur d'une classe et ne pouvez appeler que sur une instance de cette classe-là. Vous allez comprendre ce que ça veut dire ça. Donc, tout comme .init, donc la méthode .init, une méthode d'instance prend toujours self comme premier paramètre, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, voici, imaginez cette classe dog, on a species, donc l'espèce c'est Canis familiaris. Donc, je définis init comme ce qu'on a fait en haut. Et maintenant, je donne deux méthodes. La première méthode, c'est, je vais dire comment est cette classe. Donc, comment est un chien particulier. Donc, c'est la description. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en fait un petit texte, un petit string qui dit, OK, ce chien qui a ce nom-là, self.name, a un tel âge, self.âge. Donc, il a tel 1. Et je retourne. Par exemple, si j'appelle cette méthode, il va me dire, OK, tel chien a tel âge. Deuxième méthode, c'est une autre méthode d'instance. C'est une méthode, par exemple, un chien, bah, on sait tous qu'il bon, il parle pas, j'ai envie de dire aboie. Bon, en anglais, c'est bark. Donc, le chien aboie. Donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, bien sûr, comme d'habitude, ça prend le self. Même s'il n'y a pas de paramètre, il prend le self et il va prendre un certain son. Il peut aboyer, par exemple, de plusieurs manières. Voilà. Donc, et ici, qu'est-ce que je dis? Bon, juste pour faciliter, je ne sais pas comment implémenter l'aboiement d'un chien en Python. Donc, on va juste afficher un petit truc pour dire, OK, ce chien-là, qui a ce nom, aboie, back, je vais dire, backs, donc d'une telle manière, simplement. Donc, cette classe dog a deux instances, a deux méthodes d'instance. Une méthode description qui retourne une chaîne affichant le nom et l'âge du chien et une deuxième méthode qui a un paramètre sound, donc le son, c'est-à-dire quel type d'aboiement, et retourne en fait une chaîne. Bien sûr, je l'ai changé, donc autant changer ça également ici. Donc, je mets bark, je mets également ici bark. Ok, d'accord. Donc, rapidement, on termine. Alors, je réinitialise ça. Ok, donc qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que je fais? J'initialise encore un nouveau chien qui s'appelle Miles. Donc, je lui donne, je dis son nom c'est Miles et il a 4 ans. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sur cet objet-là? Sur cette instance d'objet, je peux lui demander, je peux lui utiliser en fait les méthodes que je viens de créer là pour savoir par exemple c'est quoi les détails, par exemple la description de cet objet. Donc, pour ce faire, encore le même opérateur qui est très puissant, c'est un petit truc mais c'est très puissant, c'est le point. Le point ici, qu'est-ce que je fais? Je dis miles point description. Donc, pour accéder à la méthode description, cette méthode que j'ai définie entre-temps ici. Et il va me dire, OK, Miles a 4 ans. Donc, il me donne une description sur l'objet que j'ai créé en haut. Et je dois utiliser cette méthode-là sur ce qu'on appelle ici sur l'objet. Donc, sur l'objet que j'ai créé. L'objet, bien sûr, a été initialisé dans la variable Miles. Ensuite, je peux utiliser la méthode bark. Et voilà, je peux lui donner différents types de sons. Voilà, wof wof par exemple, je dis Miles barks wof wof. Ou bien wof wof, voilà, Miles barks wof wof. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait rapidement comment déclarer des méthodes d'instance et comment les utiliser simplement. Ok, et vous allez voir à partir de là, c'est comme je vous l'ai dit au début de la séance. À partir du moment où vous comprenez ça très bien, une fois qu'on va passer au truc lors de la séance prochaine, une fois qu'on va essayer d'utiliser une librairie, vous allez voir, ça devient très facile. Par exemple, une librairie, par exemple, qui fait de l'IA, tu veux initialiser un modèle d'IA, voilà, tu vas juste importer la classe, utiliser une méthode pour faire ci, utiliser une méthode pour faire ça. Ça devient très simple en fait. Donc, bon, ça c'est juste une explication. Alors, le dernier point, on arrive enfin à la fin. Donc, le dernier, d'ailleurs, bon, c'est pas très utile. Je pense même qu'on peut s'arrêter là. Mais je pense pour les plus
les plus curieux, vous pouvez lire la partie. En fait, c'est juste une méthode spéciale qui s'appelle STR. Je vous l'ai dit, STR, c'est pour string. Et l'objectif, en fait, c'est... En fait, ok, je termine, c'est pas grave. Imaginez, vous avez créé un objet liste. Vous pouvez utiliser, par exemple, la fonction print pour afficher, en fait, cette liste-là, comme ici. Donc, vous allez donner... ça va nous afficher ce que cette liste-là contient. Mais imaginez, pour le dog, vous avez vu en fait que lorsque j'essaie d'afficher dog, bah, il m'affiche ce texte bizarre là. Moi, bah, je comprends pas, je sais pas, cette adresse là c'est quoi. Ça, c'est pas informatif en fait. Ça m'affiche rien d'informatif. Oui, l'adresse mémoire, oui, tu me donnes l'adresse mémoire et puis quoi. Voilà. Donc, c'est pas informatif. Donc, ce que je veux en fait, c'est quelque chose d'informatif. C'est-à-dire, lorsque j'affiche Miles, la classe Miles, que ça m'affiche un message qui est, voilà, qui est informatif. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc, quand vous imprimez Miles, vous obtenez un message d'appartenance cryptique vous disant que Miles est un objet dog. Oui, c'est un objet dog et qui a l'adresse mémoire tant, 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 tant. Ce message n'est pas très utile. Vous pouvez changer ce qui est imprimé en définissant une méthode d'instance spéciale qu'on va appeler STR. Alors, ici, je vais juste faire une petite relation avec cette notion que j'avais parlé tout à l'heure, enfin, en début de séance, qui est la notion de polymorphisme. Vous allez voir cette notion de polymorphisme. Si vous vous rappelez, quand j'expliquais, j'ai dit que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez voir, en fait, ici, regardez ce que je vais faire dans cette classe. Donc, je définis à nouveau une classe, enfin, la classe dog. J'ai ici un attribut de classe. Ici, j'ai mes deux attributs d'instance que j'initialise dans la méthode spéciale init. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, au lieu de... Je vais enlever ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, je définis une autre méthode. Mais c'est également une autre méthode qui est spéciale. Remarquez, les méthodes spéciales, à chaque fois, vous allez voir, c'est le même pattern. Ça, vous allez avoir deux tirets avant et deux tirets après le nom. Et str. Ici, ce que je fais ici, c'est quoi? Je dis, je return un texte. Je vais retourner un texte qui me dit, OK, donc self.name à tel âge. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque je vais initialiser à nouveau ma classe, alors j'exécute ça d'abord. Regardez, ici, il m'a affiché ça. Maintenant, une fois que j'exécute ça, et j'exécute ça, alors, OK, oui, bah, pourquoi il me donne pas? Alors, je vais faire un print pour voir. En fait, en principe, il doit en fait m'afficher, OK, c'est ça. Donc, il doit m'afficher le message, en fait, que j'ai mis, en fait, ici. En fait, c'est comme si je programmais un petit message pour dire, OK, quand il fait un print Miles, qu'il m'affiche quelque chose d'utile, quelque chose d'informatif, plutôt que de me dire que voilà, donc c'est un objet qui a cette adresse mémoire que voilà, je sais même pas c'est quoi cette adresse mémoire là. Donc ils me disent ok, ça c'est un exemple de message. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, donc afficher des informations plus détaillées sur la classe en fait. Et c'est quoi le rapport avec le polymorphisme? C'est que ce qu'on a fait ici en fait, c'est de comment on appelle ça? C'est quoi le mot? Pourtant, je l'ai répété à maintes fois ici. C'est de la surcharge, voilà. C'est de la surcharge de méthode. C'est-à-dire, cette méthode, par défaut, ici, si je ne définis pas, c'est-à-dire, il y a une méthode qui existe en fait, mais elle est cachée. C'est-à-dire, il y a une méthode STR qui existe. Mais par défaut, cette méthode STR-là, son comportement, c'est d'afficher ça. Et ce que je fais en définissant, en fait, ici, c'est de la surcharge. C'est-à-dire, je redéfinis cette méthode-là comme moi je veux. Pas comme Python veut, pas comme, voilà, pas comme le comportement par défaut. Je veux, en fait, que il m'affiche ça comme ça. Je veux pas le comportement par défaut. Donc, c'est ce qu'on appelle de la surcharge. Et ça fait directement... on fait directement le parallèle avec le polymorphisme en fait. Donc c'est une des caractéristiques, c'est possible grâce au polymorphisme. Donc en gros, je pense que c'est ça. Donc les méthodes comme init, str sont appelées des méthodes d'under. Je sais pas en français c'est quoi, je sais pas. Anyway, je m'en fous. Parce qu'elles commencent et finissent par des doubles underscore. Il y a beaucoup de méthodes d'under que vous pouvez utiliser pour personnaliser les classes en Python. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que ces deux-là. Il y a init, il y a str. Vous allez voir d'autres. Comme quoi alors, voilà, vous voyez, regardez. Ici, il y en a une panoplie. Donc, à chaque fois, ça commence par deux tirets et ça se termine par deux tirets. Par exemple,
ici, je peux prendre par exemple quelque chose, par exemple size of, ça c'est quelque chose qui est truc, ou bien, je sais pas, debug, ou bien, donc il y en a une panoplie en fait. Donc, et bien sûr, chacune a des caractéristiques spécifiques. Et comme je vous l'ai dit en fait, et vous voyez, en fait, c'est des trucs qui sont déjà définis. Et vous pouvez les surcharger grâce au polymorphisme. C'est-à-dire vous pouvez les redéfinir comme vous voulez grâce au polymorphisme. Ok, donc je pense qu'on est bon. Est-ce que j'ai dit... Bon, c'est bon et on va s'arrêter là. Ça fait déjà presque 2 heures. J'arrête là.